Merci. Merci d'être fidèle à New World Info. C'est le forum qui reprend, deuxième partie. Nous parlons cette semaine des députés. Comment le député peut contrôler l'action gouvernementale avec 3 personnes ressources. Tchanyao Ouroakpo, ex-vice-président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale du Togo. Gaëtan Aoumizounou, député UFC et vice-président de la Commission des finances et du développement économique, et M. Kampati Kariare, consultant en gouvernance, président de l'association des usagers du service public. Et pour cette deuxième partie, donc on va continuer avec l'opposition parlementaire et le rôle qu'il doit jouer. Et j'étais en train donc j'étais en discussion avec M. Aoumezounou sur comment on va dire, l'attitude de l'opposition parlementaire actuelle qui est un peu indolente. M. Aoumezounou, je vous relance sur la question. Vous utilisez un mot qui ne reflète pas la réalité. L'opposition travaille pour que les lois étudiées et adoptées à l'Assemblée soient dans l'esprit de prospérité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a différentes façons d'agir. Il y a 2 groupes de l'opposition et des non-inscrits, l'UFC et le NET-PDP. Le NET-PDP, les centristes, fait des demandes écrites, notamment, et intervient. L'UFC intervient aussi, mais l'UFC discute, négocie pour que, sans heurts, les points de vue de l'opposition soient pris en compte partout où ça doit se faire, du moment où c'est pour aller dans le sens du mieux vivre, du bien-être, de l'épanouissement des Togolais et des Togolaises. Donc c'est comme ça que nous travaillons. Vous n'êtes pas sans savoir que jadis, l'UFC était très opposant, comme vous disiez, aboyeur. Et le peuple semblait aimer ça, mais aujourd'hui, l'UFC fait une politique de tempérance, de sagesse, d'apport de solutions, de contributions, pour que c'est l'amour du pays qui compte. Que on puisse discuter avec la majorité pour que les lois, les contrôles puissent se faire dans le bon sens. C'est l'approche qui est choisie et privilégiée par l'UFC et qui fait que beaucoup de choses se font. Pourquoi, lors des travaux d'études en commission, les discussions sont engagées et que les compromis sont faits. Et pourquoi voulez-vous qu'on aille à l'encontre de ce qu'on a proposé, qui est accepté et qui est pris en compte? Donc, en fait, comme disait le président du groupe parlementaire UFC, que je salue, on ne fait pas du selfie, quoi, en fait. On ne fait pas pour dire on fait pour réussir, en fait. Et là, c'est peut-être ce que le peuple voudrait, la guerre, la bagarre, mais non, c'est la sagesse, la tempérance, la réussite, l'objectif à atteindre, qui atteint. Donc, changement de méthode. M. Ouroakpo, une opposition qui s'entend trop avec la majorité, est-ce que c'est suspect selon vous? L'opposition doit-elle être dans la dénonciation ou la conciliation? Bon, ça dépend du contexte dans lequel chacun évolue. Et il y a des lois, quand ça arrive, et par rapport à l'idéologie de chaque parti, il faut le reconnaître. Par rapport à l'idéologie, par rapport à ce que le parti a pris comme engagement avec le peuple,
il y a certaines lois, on ne peut pas les accepter. Mais dans l'opposition, les idéologies sont les mêmes. Non, pas du tout. Est-ce que l'UFC est aussi différente que ça de l'ANC? Je ne parle pas de l'UFC et de l'ANC. Je parle du parti de l'opposition au Parlement. Et quand nous étions à l'Assemblée nationale, vous allez voir que l'analyse du budget est orientée par rapport à la fin, l'idéologie de chaque parti politique. Et je vous dis que quand nous étions à l'Assemblée, l'ANC n'a jamais voté les budgets qui sont passés pour 3 raisons. Première raison, c'est que les comptes qui sont présentés n'étaient pas sincères. Il y a ce qu'on appelle l'insincérité des comptes. C'est quoi un compte insincère? Vous savez, la base, l'assiette de base sur lequel le gouvernement se base pour faire des projections. Parce que le budget est une projection. Ce sont des prévisions. Et pour faire une prévision, c'est qu'on se base sur l'assiette, le PIB de l'année N, pour faire la prévision sur les recettes de l'État de l'année N+1, en passant par le taux de croissance de l'année N et le taux de pression fiscale. Je vous donne un exemple. À supposer que le PIB de l'année 2020 était de 3 milliards. Donc on veut faire les projections pour l'année 2021 avec un taux de croissance de 6%. Alors qu'en réalité, le taux de croissance pour l'année 2020 ne peut pas atteindre 6%. Parce que c'est trop optimiste. Et c'est ce que nous avions vécu. Avec un taux de croissance optimiste, on fait des prévisions trop optimistes. Alors que l'assiette qui va revenir à l'État, quand vous prenez, je continue dans mon exercice, vous prenez 3 milliards comme PIB de base de l'année 2020, avec un taux de croissance de 6%, pour une pression fiscale de 21%. Vous avez quelque chose de 378 milliards comme prévision des impôts. Alors que le taux de croissance par rapport à la réalité devrait être dans l'ordre de 4%, avec un taux de pression fiscale de 17%. Quand vous faites la différence, vous verrez qu'il y a une grande différence au niveau des impôts qui seront en prévision. Et en quoi ça vous dérange, vous? Mais non. Si le Margouillat veut se coudre un pantalon... Non, s'il te plaît, la loi des finances... Il a trouvé un moyen pour sortir. La loi des finances, c'est une loi. Si vous votez, ça veut dire qu'elle doit être exécutée. Et c'est quoi? Le budget, c'est des prévisions pour permettre à l'État de faire des exécutions. Alors, quand vous votez une loi, sachant que ce qui va être fait sur le terrain ne le fera pas. Parce qu'il y aura une différence. Et c'est la même chose au niveau aussi des douanes et autres là. Donc, les prévisions étaient trop optimistes. Et nous disons que non, il faut respecter... C'est un principe universel au niveau du budget. Les comptes, les prévisions doivent être sincères. Et je ne le dis pas parce que je le dis, il y avait ce problème-là entre le ministre de la Prospection et le ministre de l'Économie et des Finances sur les indicateurs-là. Ils n'étaient jamais d'accord sur le taux de croissance qu'on nous présente et sur l'inflation, le niveau de l'inflation. Parce que le niveau de l'inflation aussi intervient. Quand vous mettez les déflateurs pour déterminer le volume réel, le PIB réel, et c'est ça qui influe sur votre capacité à financer vos importations. Donc, nous avions attiré l'attention. Ensuite, lorsqu'on fait des projections, on dit la masse des impôts, c'est tant, les douanes vont amener ceci. Donc, ça veut dire que les recettes internes sont évaluées, alors que les recettes internes prévoient déjà des déficits. Et on compte beaucoup sur les dons projets. Or, souvent, il y a des projets qui sont insérés dans le budget, alors que ces projets ne sont pas encore mûrs. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous dit « je vais vous aider », il faut qu'il signe une convention et qu'il vous donne le tableau de virement. Mais ce n'est pas encore fait, vous vous intégrez ça dans le budget. À la fin, il y a des budgets non, en tout cas des crédits non consommés, parce que les crédits n'existent pas. Et c'est ce qui fait que vous allez voir que des projets sont élaborés, comme il le disait, sous forme de fanfarons, on fait du bruit, mais à la fin, le projet n'est pas réalisé. Je vous donne un exemple. La route hôpital-camp militaire a été réalisée pendant 3 ans, alors que c'est un budget d'une année.
Parce que on fait des projets. Le boulevard des hydrocarbures. Là, voilà. Donc, vous comprenez que, 1, il y avait l'insincérité des comptes. 2, la manière dont les recettes sont réparties pour être réalisées. Nous sommes des sociodémocrates. Nous tenons beaucoup à l'individu, donc à la santé, à l'éducation. Mais vous allez voir que c'était les parents pauvres. Et je dis qu'il y avait une convention de Maputo qui dit que le budget de l'État doit consacrer au moins 35% pour l'agriculture, la santé et l'éducation. Mais vous pouvez vérifier de 2014 à 2018, le budget n'a jamais consacré plus de 15% à ces 3 parents pauvres. C'est à vérifier le dernier. Non, je le dis en tant que le gouvernement. Je le dis en tant que vice-président, et je pouvais vous apporter les chiffres. Ouais, monsieur Oumezoulou, il me semble que le budget actuel dépasse les 35% pour les services sociaux. Je peux juste même vous dire si ma mémoire de journaliste est bonne. Bon, je n'ai pas encore fini dans mon intervention. Oui. Donc, et la manière dont vous avez constaté au cours de cette période, c'était des grèves. C'est des grèves au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Bon, l'agriculture, ça ne répondait pas comme il le fallait, parce qu'on nous a parlé qu'il fallait atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais les importations, surtout le riz, c'est au-delà de 1/3 de la consommation nationale. Donc, nous ne pouvons pas accepter, voter un tel budget. Et enfin, la gestion de la dette. La manière dont la dette est gérée dans ce pays, nous ne sommes pas d'accord. Je vous donne un exemple concret. Après le 14 octobre 2010, quand le Togo a atteint l'initiative PPTE, à la fin de l'année, le Togo a bénéficié d'une réduction de plus de 80% de sa dette publique extérieure. Et la dette du Togo avait baissé de 1244 milliards à 760 milliards. Mais de 2010 à 2015, la dette est allée jusqu'à 1336 milliards en 5 ans. On a rattrapé. Et comment la dette là a été gérée? Et à la fin de 2018, on était à plus de 2000 milliards, soit 80,8%. Alors que le plafond au niveau de l'UEMOA était de 70%, qui faisait le Togo le pays le plus endetté de l'UEMOA. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous dit qu'après le rebasage, le taux de l'endettement est revenu à 51%, Dieu merci. Mais on a encore commencé par endetter le pays. De la même manière, je lisais ce matin, ou quelque part, que le Togo est en train de prévoir plus de 585 milliards d'emprunts pour l'année 2020. En soi, 2021. Oui, en soi, la dette n'est pas un problème. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais c'est la manière dont cette dette est gérée. Parce que, ne l'oubliez pas, c'est un principe. C'est-à-dire que la dette d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain. Vous ne pouvez pas endetter le pays si vous n'avez pas la capacité de créer des impôts pour permettre la soutenabilité de la dette. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit que de 2010 à 2015 ou bien jusqu'à 2018, on est passé après le PPTE. Oui, je vais finir, monsieur Oumezoulou. Laissez-moi, sinon vous allez me faire perdre. Vous êtes le parlementaire. C'est vous qui aviez la possibilité à tout moment d'aller parler. Moi, je ne suis plus parlementaire. C'est la seule occasion que j'ai pour parler. Donc, ne m'empêchez pas de parler. C'est vrai que je ne suis pas parlementaire, mais je suis enseignant. Non, vous permettez? Mais non, je ne suis pas d'accord avec votre façon de m'interrompre, s'il vous plaît. Ce que je dis, c'est des chiffres. C'est des chiffres. C'est des chiffres qui existent. C'est mon quotidien, monsieur Oumezoulou. Ces chiffres-là, je les maîtrise dans ma tête. Donc, permettez-moi de dire ce que je pense, s'il vous plaît. Depuis que vous parlez, je ne vous ai pas interrompu. Oui, donc en clair, on va finir à monsieur Ourapo. En clair, donc, vous voulez dire aujourd'hui... Je dis que les 3 raisons, ce sont les 3 raisons qui ont fait que, quand nous, on était à l'Assemblée nationale, on n'a jamais voté le budget. Parce que nous n'étions pas d'accord de la manière dont les choses sont gérées. Donc, à partir de cet instant, je vous fais comprendre que l'opposition parlementaire
ne peut pas être dans le même carcan que l'opposition majoritaire, parce que vous n'êtes pas là-bas dans les mêmes... La majorité. Dans la majorité, parce que en réalité, vos idéologies ne sont pas les mêmes. Et les conditions, en tout cas, le contrat que vous avez signé avec la population, je ne suis pas sûr que c'est le même contrat. Donc, à partir de cet instant, nous devons quand même relativiser. Je vous remercie. Merci. Monsieur Aoumezonou, sans aboyer, est-ce que vous êtes aussi regardant dans le budget que ce que M. Oluwapo vient de décrire? Nous sommes particulièrement regardants. Et je vais vous donner des exemples aussi concrets. Sur l'année 2019, nous avons adopté une loi relative au crédit bail. Cette loi a été déposée sur la table de l'Assemblée nationale depuis 2016. Donc, il s'est passé 3 ans. Je n'étais pas dans cette législature-là. Ce projet de loi est arrivé à la Commission des finances. C'est un projet de loi de l'UMOA pour permettre aux professionnels de se doter de moyens pour mieux faire leur travail. On a perdu du temps pour le développement. C'est-à-dire, quand aujourd'hui un entrepreneur veut emprunter de l'argent à la banque, on va lui demander de donner un titre foncier, de faire des garanties, on lui demande des choses qu'il n'a peut-être pas. Aujourd'hui, avec la loi crédit bail, n'importe quel professionnel peut aller dans sa banque avec un contrat tripartite, la banque, le professionnel et le spécialiste qui peut aider à obtenir l'outil de travail. Mais vous faites un contrat, un échéancier, et vous ne payez rien au départ. La caution, la garantie, c'est juste de respecter votre échéancier. Vous payez, vous faites. À la fin, ce qu'on vous aura apporté comme outil pour faire votre travail vous revient de droit. On l'a adopté sans aboyer. Alors que la législature précédente ne l'a pas adopté, ne l'a pas étudié. Et pendant 3 ans, on a fait perdre du temps à nos frères, sœurs, épouses, parents qui entreprennent. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je peux vous dire aussi que... Il faut quand même préciser que l'UFC n'était pas absente de la précédente législature. Vous aviez eu des députés. Mais il fallait voir comment l'UFC s'est comporté lors de la précédente législature aussi. Donc, mais ne revenons pas sur les choses qui se sont déjà déroulées et qui doivent... Aujourd'hui, nous voulons construire. Maintenant, nous sommes même dans le budget programme qui est encore plus intéressant, qui exige des résultats, des objectifs à atteindre. Donc, quand on travaille, les intellectuels, quand ils travaillent, ils peuvent avoir des débats d'idées, mais pas en se tuant, en s'agressant, en s'énervant. Mais c'est en se comprenant, ah bon, il a dit ça, d'accord, mais ok, on voir, on regarde, non, mais je crois que vous n'avez... Et on trouve la bonne solution. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans l'opposition. En tout cas, l'UFC préfère travailler en toute bonne intelligence avec la majorité qui est d'ailleurs écrasante. Et si vous ne voulez pas, ça se fera. Donc, autant apporter ce que vous vouliez en bonne intelligence pour que la chose puisse se faire avec votre satisfaction également. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, vous parliez, on a parlé aussi des routes qui sont pas, qui ont été défaites, tout. Mais ça, c'est avant. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous avons une législature, mais ma foi, elle a dit, je le redis, qui est bénie. Parce qu'il n'y a pas de heurts, les ministres viennent, ils
Même le chef de l'État, pour la première fois, le chef de l'État, je peux même vous dire, et là, je ne lui ai pas dit, je vais le dire à l'antenne. Quand le chef de l'État est venu à l'Assemblée le 26 avril 2019, il a fait un discours, mais je vous dis, j'avais la chair de poule de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, parce qu'il a bien parlé. Mais ma chair de poule a disparu quand il n'a pas parlé de personnes handicapées. Il a parlé de personnes âgées, des jeunes, des femmes. J'aurais aimé qu'il parle des personnes handicapées aussi. Là, ça aurait été fantastique. Mais je lui envoie un respect citoyen, vraiment, de tout cœur, pour l'inviter à prendre en compte les préoccupations. Je suis sûr que si le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Eswazimana Gnassingbé parlait dans ses discours des personnes handicapées, eh bien, les mentalités vont changer, les comportements aussi. Et donc, ça fait évoluer les choses. C'est comme ça que nous travaillons. Oui, peut-être que jusqu'à présent, on n'arrive pas à saisir, comment on dit, puisque vous dites que vous faites le contrôle parlementaire, que vous êtes dans votre rôle, d'autres disent non. Monsieur Kariari, est-ce que vous pouvez nous situer, vous nous dire, qu'est-ce qu'un contrôle parlementaire, quelle est son importance en réalité? Avant d'aboutir à ce que vous me demandez, j'aimerais à la lumière de ce que le député Ahmed Zounou vient de nous dire. Nous constatons qu'ils font du beau travail à l'Assemblée nationale. Mais les citoyens ont une certaine soif. Et cette soif-là réside au niveau de la transmission en direct ou en différé des débats parlementaires. On voudrait les voir interpeller un membre du gouvernement sur nos médias publics. Là, on se mettra à l'évidence qu'ils font ce travail d'interpellation. On voudrait les voir débattre en commission et en plénière. Vous voyez, nous avons fait une tournée depuis Dapan jusqu'à Lomé. Les citoyens nous ont dit qu'ils ne connaissent pas leurs députés. Donc, les députés ne rendent pas compte à leurs électeurs. Oui, se pose un problème de communication aussi. Les plénières sont publiques. N'importe qui peut aller suivre les plénières de l'Assemblée nationale. Oui, mais tous les citoyens togolais ne peuvent pas aller à l'Assemblée nationale. Même si l'Assemblée nationale est ouverte, il faut que l'Assemblée nationale soit transparente. Donc, que les débats soient transmis de Lomé jusqu'à 50 pour que tous les citoyens puissent mesurer le degré d'intégrité de leurs représentants. C'est tombé dans de bonnes oreilles. Bien sûr. Et si l'autre fois on écoutait sur certains médias, certains députés prenaient la défense de la TVT, soit disant que la télévision nationale a des problèmes techniques, c'est pourquoi elle ne vient pas. Elle ne transmet pas encore les débats à l'Assemblée nationale. Nous, c'est un plaidoyer que nous lançons à l'endroit du bureau de l'Assemblée nationale, de la conférence des présidents, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils se conforment aux recommandations de l'Union interparlementaire qui voudrait que l'Assemblée nationale soit ouverte et transparente, soit accessible aux citoyens, soit redevable. Il faut que nos députés rendent compte à leurs électeurs et que l'Assemblée nationale soit efficace. Il faut qu'ils défendent réellement l'intérêt de la politique. Ils viennent de le dire et nous saluons ce qu'ils font, mais nous voudrons les voir à l'œuvre. Et on ne peut les voir à l'œuvre qu'à travers les médias publics. Monsieur Oumezzounou, vous pouvez rapidement répondre là-dessus avant de repasser la parole à M. Kariari. Oui, bon, nous faisons ce travail-là. Monsieur Kariari même sait que nous travaillons. J'ai fait une proposition de loi qui a été documentée, renseignée. J'ai constaté, j'ai consulté les institutions, les ministères, la BCA, enfin toutes les institutions, le public, la population. J'ai fait une enquête approfondie et même, je suis même allé rencontrer les associations de consommateurs. Je suis même allé voir OSEP. Le président est là, il peut en témoigner. Et quand j'ai rédigé le projet de loi, en tant qu'expert, je lui ai soumis ça pour qu'il voit. Il a fait ses observations dessus. Donc nous travaillons. Et quand on dit que les populations ne
connaissent pas leurs députés, il y a plusieurs moyens pour être là. Déjà, lire, être au courant. Les médias viennent aux plénières. Donc, ils donnent des renseignements. Oui, des renseignements sous forme de reportage d'une minute, 1 minute 30. Oui, mais il vous a un peu interpellé sur un point précis. Est-ce que l'Assemblée nationale ne gagnerait pas en faisant voir de temps en temps ce beau travail que vous décrivez là sur les médias publics? Je voudrais pas devancer la présidente de l'Assemblée nationale, mais je crois qu'il y a un projet dans ce sens-là de médiatisation des activités parlementaires. C'est en cours. C'est en cours. Vous avez déjà fait 2 ans de votre législature. Oui, mais c'est en cours. On fait beaucoup de choses. Il y a des urgences, vous savez, et d'autant plus que... Donc la retransmission n'est pas une urgence, c'est ce que vous voulez dire? Non, si, mais pour l'instant, avant qu'il y ait une chaîne dédiée aux activités parlementaires ou un média dans ce sens-là, les médias sont invités librement. Pourquoi forcément attendre les médias publics aujourd'hui avec le développement des TIC? Les députés, même sur votre page des réseaux sociaux, vous pouvez retransmettre beaucoup de choses déjà. Non? Si vous tapiez le nom des députés, chacun a des informations sur sa... Oui, mais monsieur, on parle de débat officiel à l'Assemblée retransmis sur votre page des réseaux sociaux, par exemple. Ce sont des idées qui sont en cours de traitement. Ça va venir. D'accord. Ne courons pas plus vite que ce qui est possible de faire. Mais il vaut mieux le faire avec les moyens nécessaires pour que ça soit efficace. Ça se fait, on y réfléchit, ça viendra, ça va venir. Ne vous en faites pas. C'est une réponse politique, diplomatique. Monsieur Kariare. Oui, je rebondis en disant que c'est bien tout ce que l'honorable vient de dire. C'est très bien, c'est très beau. Mais je voudrais lui réitérer notre soif. Aujourd'hui, vous allez constater que l'Assemblée nationale vote à profusion les lois. Mais nous nous demandons si ces lois-là répondent aux besoins et aux vœux de l'intérêt des citoyens. Vous allez constater, au niveau même de la législation, qu'il y a des cris de détresse au sein de la population, qui en appelle à l'intervention des députés par rapport à certaines dispositions de nos textes qui sont votés. Et dans le même sillage, je voudrais aussi dire que nous attendons en tant que citoyens l'Assemblée nationale sur le terrain des interpellations. L'Assemblée nationale a aujourd'hui beaucoup de pouvoir. Ils ont beaucoup d'outils à leur disposition pour pouvoir mener ces missions de contrôle. Il vient de parler des questions orales, des questions écrites, il y a des questions d'actualité, il y a des missions d'information, le contrôle budgétaire, etc. On voudrait voir les députés s'armer de ces outils-là pour pouvoir exercer une pression sur le gouvernement. On parle d'enquête parlementaire aussi. Oui, il y a bien sûr des commissions d'enquête parlementaire. Qu'est-ce que c'est? Bon, dans quelles conditions on met en branle cet outil? Oui, pour venir à l'enquête parlementaire, je voudrais vous dire que l'Assemblée nationale peut organiser des missions d'information. Aujourd'hui, vous allez dans nos centres, dans nos hôpitaux. Vous allez dans nos hôpitaux, ce n'est pas vraiment, c'est déplorable. La situation est déplorable. On voudrait que la Commission des droits de l'homme aille dans nos centres de détention pour s'apercevoir de comment les gens sont traités. Vous allez dans nos hôpitaux, ce n'est pas la peine. Vous allez dans nos établissements scolaires, vraiment, c'est difficile à supporter. Et depuis lors, même depuis 1994 à 1999, et de 2000 jusqu'à ce jour, toutes les législatures passées sont absentes sur le terrain de contrôle. Et comme vous le dites, pour rebondir sur la mission d'enquête, sur les enquêtes parlementaires, je n'aime pas souvent comparer les pays, mais avec l'avènement de l'état de Covid-19, en France par exemple, l'Assemblée nationale a rapidement installé une commission d'enquête parlementaire pour suivre pas à pas toutes les actions du gouvernement. Au Togo aussi, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu des morts d'hommes dans cette affaire
d'état d'urgence sanitaire, mais nous n'avons pas entendu le Parlement, l'Assemblée nationale togolaise, se prononcer là-dessus. On n'a pas invité le ministre des droits de l'homme par rapport à ça, ni le ministre de la Justice. Si on l'a interpellé, nous, on ne l'a pas vu. C'est pour cela que je parlais de la nécessité de transmettre les choses en direct ou en direct, pour qu'on puisse vraiment voir comment les députés, comment les membres du gouvernement répondent aux préoccupations des citoyens. Vous voyez. Donc l'enquête parlementaire, pour parler, je voudrais quand même parler sous le contrôle de nos deux honorables qui sont ici. C'est eux qui ont la maîtrise de ces sujets-là. Mais ça ne nous exempte pas de donner quand même notre avis. L'enquête, c'est une enquête, c'est une commission créée pour pouvoir faire une enquête. Il faut un dépôt d'une proposition de résolution. Défendu par au moins un tiers des... Voilà, un tiers des députés. Donc, est-ce que l'opposition représente un tiers aujourd'hui? L'opposition ne représente pas un tiers. Et si vous voyez même le règlement intérieur, puisque l'opposition ne représente pas 15 députés, à chaque disposition, il faut que 15 députés signent la proposition de résolution, puisqu'on sait que l'opposition n'atteint pas 15 députés. Donc cela fait entorse même à la mise en branle des moyens d'interpellation. Et quand vous avez le fait majoritaire dans une assemblée, ça paralyse tous les moyens d'interpellation. Donc nous voulons aujourd'hui que peut s'allier avec les indépendants, non? Quel indépendant? Vous avez des indépendants. Non, mais pourquoi voulez-vous que on ne puisse pas faire le travail tel que nous sommes? Bien sûr, l'opposition est minoritaire à l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais je veux vous dire que lors de l'adoption, de l'étude d'ailleurs au fond, de la loi de cantine scolaire, il y a eu une enquête parlementaire. Les députés se sont déplacés dans les écoles pour vérifier, contrôler... Enquête parlementaire ou visite? Non, mais mission d'information. Il ne faut pas confondre les outils. Non, en fait, c'est une mission d'information. Dire que ça a été une mission d'information, mais les enquêtes peuvent se faire aussi dans le même sens. Donc, écoutez, je pense que nous sommes dans une législature qui est telle qu'elle est et que le travail doit se faire en bonne intelligence, et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Jusqu'à présent, je sens que vous marchez un peu sur les œufs. Est-ce que c'est stratégique, c'est votre démarche qui vous empêche de ne pas écorcher Mais pourquoi voulez-vous écorcher quelqu'un qui vous écoute et qui discute avec vous, avec qui vous échangez, vous allez au fond des choses. Donc, bon, moi... Quand vous entendez bien dans un couple, pas la peine de vous engueuler, je comprends donc votre stratégie. Mais en fait, c'est que l'opposition seule, aujourd'hui, ne peut rien faire s'il n'y a pas cette innovation, cette stratégie d'approche. Ouais. Tout ce qu'on peut dire, là, ici, c'est du palabre. Il faut être plus intelligent, plus responsable, plus stratégique, voilà. Et c'est ça qui fait que les choses avancent aujourd'hui. Ouais. Alors, monsieur Akpo, est-ce que vous disposiez des mêmes outils durant votre législature? Est-ce que vous les avez utilisés comme il faut, les outils de contrôle comme comme il le dit, M. Carréré a bien fait de préciser, pour mener une enquête parlementaire, c'est sur la base d'un fait ou d'un événement ou d'une situation qui n'est pas normale, vous avez constaté. Je vous donne un exemple. Lorsque le nouvel aérogare avait été reconstruit, un an après, on avait constaté que tout le matériel roulant a été remplacé. En un an. C'était pas normal. Et le coût de la construction de ce nouvel aérogare, c'était quelque chose de 75 milliards. Et on avait prévu
aussi 30 milliards pour la reconstruction de l'aéroport de Niantougou. Et nous avions voulu constituer une commission d'enquête pour vérifier tout cela en attendant que la Cour des comptes vienne à la fin de l'année nous apporter, comment l'appelle-t-on là, son rapport. Mais ça n'a pas été fait parce que effectivement, on ne faisait pas le 1/3. Et la commission, on ne pouvait pas, comme il l'a dit, c'est une majorité. La majorité, aujourd'hui, est une majorité écrasante, tout comme la majorité hier. C'est pour ça que nous, dans nos activités, vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord, on aboyait pour que la population sache qu'il se passe des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, mais nous n'avions pas les moyens pour empêcher. Je vous ai parlé de l'évolution de la dette, comment la dette publique a été évoluée. Dès 2014, quand on était à l'Assemblée nationale, on avait attiré l'attention de la population sur les préfinancements que nous avions qualifiés d'escroquerie politico-économique. Et c'est ça qui a endetté le pays. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai évoqué la question du rebasage. Ça peut permettre au pays de se réendetter, mais attention, parce qu'il y a un ratio service de la dette sur les recettes internes. Oui, mais comment le député fait pour avoir les informations? Mais non, le député, de la situation, le député a toutes les informations. Parce qu'il y a, à la fin de l'année, il y a ce qu'on appelle le rapport économique et social qui est exigé. Le gouvernement transmet, c'est toute une panoplie de documents qu'on transmet. Et le député, comme vous l'aviez dit, doit avoir les capacités ou à défaut se faire assister. Bon, si vous êtes dans du domaine, moi par exemple, quand il s'agit des documents économiques et des chiffres, bon, moi et je vous dis par exemple, pour cette année, et M. Aoumé Zounou, qui est le vice-président de la commission des finances, va me dire si ce que je dis est faux. Les recettes internes sont évaluées à 839,6 milliards. Alors que le service de la dette est évalué à 399,6 milliards. Quand vous faites le rapport, c'est au-delà de 40%. Alors que la norme, c'est moins de 15%. Ça veut dire que le pays vit au-dessus de ses moyens. C'est un indicateur pour dire, attention, vous avez la capacité de vous endetter, mais vous ne devez pas exagérer. Et je l'ai dit tantôt que la dette d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain. C'est pour ça que on dit, et M. Aoumé Zounou va me dire, le budget qui a été adopté a constaté un déficit de 208 milliards. Dû au fait que le budget 2020 avait eu, en tout cas, ce déficit-là qu'il faut combler. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas me dire que, bon, tout va à merveille et qu'on doit... Non, attention, parce que... Ça veut dire que même si vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, ça veut dire que vous avez un regard sur ce qui Mais bien sûr, bien sûr. Le jour où ils ont adopté le budget, j'y étais à l'Assemblée nationale. J'y étais. Et j'ai le rapport de l'étude au fond. Tout le rapport, je l'ai parcouru. Et j'ai fait un article que j'ai publié par rapport à ce que j'ai constaté. Il y a des choses vraiment que j'ai regretté. Surtout le comportement peu regardant de nos députés par rapport à la contribution et la manière dont les sociétés d'État sont gérées. J'ai parlé du port, j'ai parlé de ceux qui arrangent la route, là, comment on les appelle? SAFER. Parce que la SAFER bénéficie de 2/3 de ce qu'on appelle la taxe parapublique qui est prélevée sur le carburant, qu'on appelle le droit d'assise, qui est prélevé à concurrence de 28 francs sur le litre du carburant, qui est versé à la SAFER en plus des péages. Je ne sais pas si M. Aoumé Zounou peut nous dire que depuis qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ils ont vu le rapport de la SAFER. On a besoin d'avoir toutes ces informations-là et c'est ça qui permet aux députés de faire des interpellations. Vous ne pouvez pas interpeller quelqu'un si vous n'aviez pas des informations qui vous permettent
Or, la SAFER est une société qui est sous le ministère comment l'appelle-t-on? C'est une société autonome, c'est vrai, mais qui est sous la responsabilité du ministère des Travaux publics. Donc, il y a des pesanteurs qui ne permettent pas aux députés de déployer, en tout cas, tous ces instruments pour faire le travail. Pour faire son contrôle, parlementaire. Monsieur Oumezzounou, quels sont les freins? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors on va aller très vite. Quels sont les freins à l'exercice du contrôle parlementaire au Togo ou dans l'espace francophone en général? Non, mais les freins, d'abord, il faut dire que le Togo est un bon élève par rapport à l'UMOA. Hein. Donc, oui, bon, maintenant, quels sont les freins? Les quels sont les manquements? Qu'est-ce qui reste à améliorer dans ce domaine-là? Il y a juste... bon, vous savez, on reçoit, les parlementaires reçoivent les institutions de la République, les sociétés d'État et tout, le gouvernement pour les auditer, entre guillemets, avant ou bien pendant l'étude de la loi de finances. Donc, on fait ces contrôles-là, on vérifie toutes ces choses, on pose des questions, on fait des recommandations aussi. Donc, nous insistons aussi pour que les recommandations soient prises en compte. Donc, nous vérifions les choses. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le travail ne se fait pas comme il fallait. Donc, c'est juste à chaque institution, à chaque société d'État, à chaque organe de faire ce qu'il a à faire, comme le budget programme le prévoit maintenant. Donc, ce budget programme, avant, c'était le budget moyen qu'on octroyait à chaque département ministériel. Bon, il utilise le budget et vient rendre compte. Aujourd'hui, il faut faire un programme avant de définir le budget qui est nécessaire pour réaliser ce programme et voir avec quelle équipe, pourquoi, où, comment, quand et pour quel objectif et quel résultat. Donc le budget programme va faciliter votre contrôle parlementaire, vous Bien sûr, mais c'est fait pour ça et c'est plus efficace. Donc les choses évoluent. Nous ne sommes plus dans les anciennes législatures, en fait. Hein? On travaille. Moi, je reste sur ce que je dis parce que c'est pour l'instant au Togo, c'est la bonne méthode pour faire réussir les Togolais. La bonne méthode. Et pour les unir aussi. Parce que si on entend des sons dissonants, on pourrait croire que rien ne se fait ou les choses se font mal. C'est de l'injure à l'institution, en fait. Bien. On va finir cette émission. Monsieur Kampati, il a justement parlé du budget programme voté pour la première fois en décembre au Togo. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les innovations? C'est quelle forme de budget? Quels sont ses avantages? Et quelles sont les contraintes liées à son application au Togo? On va terminer avec cette question. Je vous remercie. Moi, je vais rebondir sur les freins, en laissant la parole aux deux députés de vous situer par rapport au budget programme. Bon, les freins à l'exercice du contrôle parlementaire. Nous avons la discipline de vote. Dans l'espace, il y a la discipline de vote. Quand on est membre d'un parti politique ou bien d'un groupe, on doit suivre les orientations de ce groupe-là. Et nous avons aussi le mode de votation à l'Assemblée nationale. La main levée? Oui, le mode de votation ordinaire, c'est à main levée. Et quand c'est fait à profusion, ça expose les députés, ça les empêche d'exprimer réellement leur opinion. Nous avons la dépendance de certains députés par rapport aux membres de l'exécutif. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains députés qui sont positionnés par les membres du pouvoir exécutif. Donc, ils sont redevables, en fait, à l'exécutif, à certains membres de l'exécutif. Il y a la faible mobilisation de la société civile et des médias.
Aujourd'hui, il faut que la presse puisse agir sérieusement sur l'Assemblée nationale. Il faut que la société civile aussi puisse agir. Et je voudrais interpeller l'honorable député par rapport à travers le bureau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous constatons que l'Assemblée nationale souffre, je le dis toujours, souffre des propositions de loi. Souffre des propositions de loi. Et comment faire pour y remédier à ça? Il faut tisser des passerelles avec la société civile. Oui. Au Parlement nigérien, ils ont recommandé que les députés puissent endosser des lois fabriquées par la société civile pour amener ça au Parlement. Donc, vous voyez, donc, il faut commencer par créer des passerelles avec la société civile pour pouvoir améliorer les dispositifs législatifs dans notre pays. Merci, M. Kampatib Kariare. On va terminer avec vous, M. Ourouakpo, avec ce vote du budget programme. Est-ce que ça va améliorer? Merci beaucoup. Ben, je voudrais rebondir sur ce que M. Aoumezounou a dit dans sa dernière parole en disant que le Togo est un bon élève de l'UEMOA. Je voudrais bien le croire, personnellement. Je voudrais bien le croire. Et je vous rappelle le journal L'Échiquier du vendredi passé disait à la une, malgré le tintamarre sur les réformes et l'attrait cosmétique à Plusia, le Togo, pays le plus corrompu de l'UEMOA, est 4e de la CEDEAO. C'est le journal L'Échiquier qui l'a dit. Et par rapport au budget programme, je voudrais dire que le Togo n'est pas le premier à appliquer le budget programme, puisque le budget programme avait été adopté par l'UEMOA depuis 2009, avec beaucoup de lois qui devraient... Et nous l'avions fait en 2014, la nouvelle loi LOLF. C'est nous qui l'avions voté, et le Togo avait pris l'engagement de la mise en œuvre du budget programme depuis le 1er janvier 2019. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le système de gestion intégré, le SIFIB de finances publiques, installé par l'ancien ministre, a été modifié parce qu'il n'était pas adéquat. Et ça, aujourd'hui, on nous dit que c'est 2021. Moi, je veux savoir, peut-être que je ne suis plus député, pour voir est-ce que tout le système est performant. Est-ce que les informations qui circulent sont des vraies informations? Parce que quand vous dites les freins, c'est vrai que le budget programme est une bonne chose. Mais attention, les freins qui existaient avec le budget moyen sont là. Parce que les personnes qui doivent faire le travail, il faut qu'ils soient honnêtes pour gérer. Il faut que le contrôle soit fait à tous les niveaux. Pour pouvoir bien gérer les choses. Je promets revenir sur ce débat, cette discussion. Oui, nous arrivons donc à la fin de ce forum déjà. Bonne et heureuse année, M. Aoumezounou. Merci beaucoup, monsieur. Oui, on va s'arrêter là. Je promets revenir sur le sujet avec d'autres députés, avec vous, sur le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.